C'est quoi ça? J'arrive pas à accéder. Participants, 5 participants. Demander s'ils nous entendent. On parle? Bah, bonjour aux Bonjour. premiers participants. Ah merde. Ouais. Eh ben. T'as quoi? Tu veux tout ce que je fais? Je l'ai même plus là. Faut que j'arrête la diffusion. J'arrête le partage. Ah, on va faire un autre. Non, il est bon. Oui. Ok, la diffusion. Non, le partage l'écran. Ah, ok. Partager l'écran. Ah, regarde, écran 1, écran 2. Non. T'as l'écran du. T'as l'écran du. Il y aura des qu'il faut. Ouais, mais du coup, faut enlever ça. Là. Oui, mais il y a les petites notes. Là. Non, mais ça, on les voit pas. Moi, je les vois pas. Ah, ici. Oui, mais si je fais l'écran 2. On le passe sur l'écran. Partage l'écran 2, puis on. Ça te fait quoi? C'est bon, voilà. On a ajusté un petit peu les. Pour que Et vous puissiez voir en t'as pas grand les écran. conversations avec les participants aussi? Ok. On va débuter Oui. par la présentation. Ça permettra aux derniers participants d'arriver. Donc, on est ravis voilà, de faire ce webinaire avec vous et donc avec Adrien. Et moi, je présenterai également une partie du webinaire. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, donc ce troisième webinaire de l'année dédié au marché du bio. Donc voilà, on vous a fait une petite présentation un petit peu des nouvelles tendances, une mise à jour des chiffres. Donc écoutez, on va rapidement rentrer dans le cœur du sujet. Dès qu'on aura trouvé la technique pour défiler. Non, ça marche pas. La souris. Ah voilà, c'est bon. Ouais, faut faire comme ça. Donc du coup, en quelques mots sur la dynamique du cluster pour ceux qui nous rejoignent, le cluster, c'est 310 adhérents à ce jour, dont une centaine de nouveaux. Donc voilà, on est très très satisfait de cette croissance et d'accueillir des nouveaux porteurs de projets, des nouvelles entreprises en cluster. Et on a vraiment un programme d'action vraiment dédié qu'on va vous présenter rapidement. Voilà, le cluster, donc c'est effectivement la seule association de développement économique en France dédiée au bio qui parle pour les entreprises de l'alimentaire, de la cosmétique, du textile et de la détergence. C'est un réseau d'entreprises. Ah, oui. Okay. Là, comme ça. Donc, c'est aussi un réseau de producteurs, transformateurs, artisans, restaurateurs, entreprises de la cosmétique et distributeurs qui sont là vraiment pour échanger par rapport aux problématiques de marché, de R&D, d'innovation, de filière. Voilà, donc vraiment une boîte à outils et un réseau tout à fait opérationnel à ce jour pour les entreprises. Et donc, ça se traduit
ça se traduit en action par excusez-nous, on a un petit décalage. Ah oui. Voilà, et donc qui se caractérise par 8 grandes thématiques. Donc, l'accompagnement des porteurs de projets en bio, l'approvisionnement et le sourcing, la formation, donc une formation très large hein, sur les marchés, la croissance, la gestion des réseaux sociaux, les négociations commerciales, le développement commercial, le financement, l'innovation, l'international et pour finir, notre communauté bio pour accompagner les entreprises à communiquer auprès du grand public. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, voilà, en quelques mots, toutes les informations, vous les aurez. Le 21 novembre, donc c'est demain matin, nous avons avec notre nouveau partenaire qui est la FEF, nous proposons à nos adhérents de participer à un petit déjeuner avec le Retail France de Auchan. Et puis, le 22 et 26 novembre, nous avons 2 comités stratégiques au niveau du cluster, un sur les filières et un sur l'international. En décembre, un atelier sur les légumineuses pour bon, les porteurs de projets, pour les personnes qui souhaitent faire un petit peu de R&D par rapport à ça, et pour les restaurateurs, ainsi qu'un atelier sur l'export pour préparer ces salons internationaux. Et puis, voilà, arrivera janvier assez rapidement avec, comme vous le voyez, donc une offre de webinaire que nous souhaitons renforcer, tout comme notre offre de formation. Donc, un webinaire sur le changement à venir avec la nouvelle réglementation bio en 2021. Voilà, on se laisse vraiment 12 mois pour vous accompagner sur ces nouveaux changements. Un webinaire pour les dirigeants d'entreprise pour annoncer aussi notre parcours de formation sur la gestion de la croissance. Tout comme le secteur, nos entreprises, vous-même êtes en pleine gestion de croissance, que ce soit sur le volet RH, financier ou supply chain. Et donc, on a monté une petite offre de formation à ce sujet. Et un deuxième parcours sur les réseaux sociaux qui débuteront le 23 janvier avec un premier état des lieux réseaux sociaux tout niveau et qui sera donc prolongé en février. Tout est sur le site internet, évidemment. Le 3 février, une rencontre avec les fournisseurs et les magasins bio en région. Donc, voilà, une rencontre vraiment pour contribuer au développement des circuits courts. Voilà, formation Facebook niveau 1, une formation sur les procès de transformation, et puis du 12 au 15 février, le salon Biophare sur lequel nous serons présents. Je ne touche plus les souris, ça me rend. Et puis voilà, on finira le mois de mars, parce qu'il y en a encore après sur avril, évidemment. Mais sur le mois de mars, pour terminer l'hiver, une mission aux États-Unis. La commercialisation est en cours de lancement. On pourra faire des rendez-vous d'affaires et une visite du salon Natural Expo West, donc sur la côte ouest. 10 mars pour les débutants, les clés pour débuter en bio. Et le 25 et 26 mars, évidemment, l'événement incontournable biennal du cluster, Bio and Days, avec des conférences, des rendez-vous d'affaires, des mises en avant d'innovation, une soirée networking. Voilà, on vous invite à vous inscrire et on vous fait même une petite remise avant le 31/12/2019. Voilà. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, voilà, donc on va se représenter, mais je pense que vous avez à peu près compris. Je suis donc Adrien Petit, le directeur du cluster, accompagné de Marie Castin, chargée de projet sur le développement des entreprises. Donc, les objectifs de cette heure à passer ensemble, c'est connaître les dernières évolutions du marché bio, voir un petit peu quelles sont les perspectives. Donc, on a bien benchmarké tous les objectifs des différents distributeurs et leur tendance de développement. Et puis, voilà, un petit focus sur les consommateurs. Donc, je vais garder la main pour vous parler un petit peu de la tendance en GMS. Et puis, Marie-Té enchaînera sur les magasins spécialisés bio. On vous parlera de certaines catégories, notamment en GMS, où il y a pas mal de changements cette année. Voilà, analyse des positionnements des magasins spécialisés. Et puis, un petit focus conso sur les attentes. Voilà, parce que le bio n'est pas le seul vecteur de croissance dans la nouvelle économie. Et voilà, il faut savoir jongler avec plusieurs paramètres.
Allez, c'est parti. Le marché bio en 2019, bon, jusque-là, rien de nouveau, hein, chiffres 2018 qui ont été édités en février 2019 sur la croissance du bio, plus 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires global, plus 15,7%. Donc, voilà, la croissance continue. On va plutôt focuser sur 2019 à présent. Donc, voilà, comment elle est structurée? Ben, elle est structurée par une forte croissance des GMS qui sont leaders et qui confirment leur place de leader, puisqu'on voit qu'ils sont à 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, alors que la distribution spécialisée est à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'écart se creuse un petit peu voilà, on voit aussi une croissance sur la restauration commerciale, un peu moins sur la restauration collective. Voilà, l'arrivée du bio dans la restauration collective liée aux égalines est encore un petit peu timide, sans doute lié aussi à des problèmes de structuration de filières. Donc voilà, donc on va s'occuper plus précisément donc des pavés bleus et verts là tout de suite, puisqu'effectivement, comme vous pouvez le voir, la grande distribution en 2018 a connu plus 23% de croissance. Donc voilà, il y a vraiment des faits majeurs et les magasins spécialisés, eh bien, un petit peu à la peine dans la croissance puisqu'ils sont à plus 8%. Et on voit que les autres, voilà, artisans, commerçants, restauration, sont à plus 10. C'est bien, mais voilà, ça reste une petite part de marché de 5%. Donc, juste, voilà, c'est des chiffres de 2017, mais qui ont l'avantage de faire une belle infographie, puisqu'en plus, aujourd'hui, voilà, on voit un peu de la communication sur les réseaux sociaux, notamment par le Synadis, par rapport à la notion de nouveau, ancien. Carrefour, leader dans la distribution de produits bio, avec 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Pour 2019, c'est 22,5% de part de marché. Et arrive derrière Biocoop avec 1,1 milliard. Puis à égalité avec le groupe Casino et l'ensemble de ces groupes, enfin de ces enseignes, Monoprix qui développe énormément donc, du coup, une offre bio en centre-ville et qui a racheté Naturalia donc en 2011, Franprix et l'ancienne Casino, Leclerc, et puis ensuite voilà, vous avez toutes les grandes chaînes de distribution et donc la vie claire, on va dire le challenger majeur de Biocoop hors indépendant, voilà, qui arrive quand même derrière Auchan pour cette année 2017. Donc voilà, si on regarde un petit peu dans le détail, sur la part de marché en GMS en 2019, donc plus 4,8% sur cette dernière année, c'est 17% de croissance de part de marché et une évolution globale des ventes de 20%. Donc pour l'instant, voilà, encore un graphique à la hausse. Voilà. Alors, cette évolution, elle se fait où? Elle se fait toujours beaucoup sur le réseau de Drive. Alors, c'est un plus petit marché, mais ça représente quand même voilà, 28% de croissance. En proximité, 26% de croissance, donc c'est la deuxième colonne, hein, évolution du bio. Et en hypermarché, 18% de croissance, c'est là où la croissance est la plus faible, même si c'est là où ça brasse le plus de volume d'argent. Voilà, on voit qu'il y a peut-être entre l'offre bio et l'hypermarché, pas forcément la meilleure adéquation, que sur le drive, il y a une énorme part de marché, voilà, liée, comme on a déjà pu le voir sur des précédents webinaires, au profil de consommateur drive, donc 7,5% de part de marché. Et l'enseigne proxy, voilà, sans vouloir faire la conclusion avant l'heure, qui semble aussi être une bonne alternative à une consommation de produits bio et dans un modèle d'achat plutôt voilà, un peu revisité, un peu en dehors des grandes enseignes d'hypermarché. Et puis, on voit aussi effectivement la grosse croissance, la grosse évolution des SDMP, pardon, qui correspondent donc aux enseignes de hard discount et avec une offre évidemment à presque 76%. Donc, c'est le pavé en bas à droite, 76% sur leur MDD. Et on voit que
les marques nationales se développent fortement dans les contributions et dans la répartition des ventes. Voilà, donc voilà, c'est une petite explication du modèle du graphique d'avant. Donc les enseignes d'hyper, donc Carrefour, Hypermarché, Auchan, Leclerc, Hyper U, Intermarché, Géant, Ancora. SDMP, voilà, donc Aldi, ED, Leader Price, Lidl, Netto, et les enseignes de proximité que vous connaissez, que je vous laisse lire. Voilà, donc on va pouvoir passer à la slide suivante. Ben voilà, la slide suivante, c'est cette offre en GMS qui évolue. Alors, on verra les causes de la croissance en magasin spécialisé. La croissance en GMS, elle est liée par la croissance de l'offre, puisque vous voyez voilà, le nombre de références, la courbe verte qui évolue, qui arrive à plus de 26% de références bio en évolution, et du coup le chiffre d'affaires qui a évolue à 20,8%. Ça veut dire que voilà, cet écart est essentiellement lié à l'arrivée de nouvelles références et qui aujourd'hui n'ont pas encore forcément fait leur preuve de marché en rayon en termes de rotation. Puisque si avant on avait un chiffre d'affaires, une croissance de chiffre d'affaires supérieure au nombre de références, aujourd'hui cette courbe s'est légèrement inversée. Et puis vous voyez aussi la part d'évolution des références en hyper, donc plus 26, en super plus 26, en drive plus 21, puisqu'on a une offre un peu plus condensée, et en proxy plus 28%. Voilà, et donc c'est les TGG, donc les très grands groupes, qui ont vraiment pris le relais sur 2018, puisqu'aujourd'hui, donc, ils ont une évolution en vente en valeur de 56%, pour arriver donc à 603 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un marché de 10 milliards. Donc voilà, les très grands groupes commencent à peser et on va pouvoir même rentrer un petit peu dans le détail de certaines catégories. Si les PME pèsent encore lourd parce qu'effectivement, des acteurs aussi certains historiques du bio et les sourcings sont peut-être plus faciles à faire que dans les très grands groupes qui nécessitent qui ont rapidement besoin d'énormément de volume, eh bien, on voit que leur part a diminué en 2018. Donc voilà, donc il y a eu un transfert et c'est vraiment aujourd'hui les très grands groupes qui arrivent dans le bio, voilà, un petit peu aussi appâtés par le gain d'un secteur en pleine croissance. Voilà, donc ça se confirme un petit peu dans le top 10 des nouvelles gammes bio. Donc ça, c'est une slide de 2017, source IRI. Sur le premier 2019, pardon, sur une source IRI. Donc voilà, des nouvelles gammes bio qui arrivent. Alors il n'y a pas les montants en chiffre d'affaires, mais voilà, Activia Bio, donc du groupe Danone, Garnier Bio dans la cosmétique, donc on fera un petit focus, Saint-Michel Bio qui est une grosse entreprise donc de biscuits avec toutes les gammes galettes, roux d'or, etc. Les bonbons Créma, Brie Délices, les compotes maternes, le panier Dioplay. Ce qui est surtout le plus intéressant là-dedans, c'est que les marques icônes sont passées en bio. Vous en avez certaines ici, comme le Créma, comme la crème Brie Délices, comme le panier. Je peux citer aussi voilà, la vache qui rit, les chocs à pic il y a quelques temps. Voilà, donc le bio arrive vraiment dans le panier de tout le monde. Et autre fait marquant, une slide de 2018, mais qui est toujours d'actualité, c'est l'arrivée dans le top 10, tout lancement confondu. Donc, puisque vous avez des Swiffer, Wetjet, du papier de toilette Moltonel au même niveau que le beurre bio, c'est qui le patron, qui répond à une double logique de commerce équitable, respect de co-création avec le consommateur et d'un produit bio. Voilà, donc ça, c'est une slide qui reste tout à fait d'actualité quand on voit aussi un petit peu le battage médiatique et la puissance de feu de cette marque qui est co-créée avec les consommateurs. Alors, on va aller dans le détail de certains secteurs, comme le frais en livre-service. Voilà, la crèmerie qui a un rayon star.
le frais avec non laitier, avec la viande et la charcuterie aussi, avec toujours des belles croissances. Et aussi un segment qui est beaucoup plus petit, hein, quasiment 10 fois plus petit que la crèmerie, mais qui enregistre de fortes rentrées de nouveaux produits sur le surgelé, avec une évolution en valeur de plus 35%, volume de 30%, et un nombre de références qui a augmenté de quasiment 40% sur l'année 2019. Donc, c'est du cumul annuel mobile, donc ça veut dire de date à date entre le 4/11/2018 et le 4/11/2019, qui prend compte donc en fait la saisonnalité dans son calcul. Une part de l'offre qui reste faible, 3,4%. Mais voilà, on sent que, que tous les segments bougent petit à petit. Ensuite, on va pouvoir passer à la catégorie. Alors, dans les détails, donc pareil, donc ce sont des sources LSA, les fortes évolutions donc, sur le beurre, donc, dont on a pu identifier une partie liée à l'arrivée de C'est qui le patron sur une gamme, mais aussi voilà, les grands groupes de crèmerie. Les œufs qui pèsent quand même 383 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est vraiment énorme la part de chiffre d'œufs, puisqu'on est à 17, à 30% de part de marché. Donc ça veut dire que voilà, 30% des œufs vendus en grande surface sont des œufs bio, et une croissance de plus 13%. On sait également que voilà, petit à petit, la réglementation a évolué, même les œufs cages seront bientôt interdits. Sur les yaourts, une belle progression aussi, et plus petite progression, mais un fort poids sur les boissons, une forte poids du bio dans la catégorie sur les boissons et crèmes végétales, qui est peut-être plus une niche. Et ensuite, sur le frais, tout secteur confondu, eh bien voilà, on retrouve un petit peu notre forte évolution de la glace, avec plus 116% d'évolution de chiffre d'affaires, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires en bio, 4% de part de marché dans la catégorie, plus 55% du nombre de références en hypermarché, supermarché, par rapport à l'année -1. Et le fromage en portion qui évolue aussi fortement. Comme je l'ai cité tout à l'heure un petit peu, l'arrivée de marques fortes comme voilà, la vache qui rit en bio ou des MDD, et qui répond aussi à une consommation bio pour les enfants. Et voilà, c'est un petit peu aussi en filigrane sur tous les secteurs. Voilà, les produits vraiment axés enfants, grande consommation sont en forte, tout comme les pommes de terre surgelées, qui sont des produits un petit peu standards dans la cuisine familiale, un petit peu rapide. Voilà, et donc je ne saurais l'expliquer, mais voilà, un gros boom de la rillette fraîche également en bio. Sur le volet épicerie, donc voilà, ce qu'on voit, c'est que la part de l'offre en épicerie sucrée a augmenté de 10%, que l'épicerie sucrée, voilà, légèrement majoritaire sur l'épicerie salée, 53% versus 47%, mais que l'évolution en volume de l'épicerie salée est plus rapide, enfin est plus importante, pardon, que l'évolution en valeur, ce qui signifie que voilà, les nouveaux entrants et les rotations sont plus importantes, et donc aujourd'hui voilà, chaque référence tourne de plus en plus et cannibalise un petit peu le rayon conventionnel, voilà, puisque en épicerie sucrée, l'évolution en volume est plus faible que l'évolution en valeur, peut-être, et puis également voilà, lié aussi peut-être à des taux promo qui sont plus ou moins, enfin, il y a des slides sur les taux promo qui sont peut-être plus importants en. Du coup, les taux promo sont plus importants en sucré, je dirais, puisque la valeur augmente. Non, en salé, pardon, puisque la valeur augmente quasiment autant que le volume. Voilà, on va s'arrêter là. Et sur la nutrition infantile, le rayon qui se projette vers du 100% bio, effectivement, donc ça, vous avez le total marché qui est plutôt en baisse, et vous avez donc sur la nutrition infantile, l'infantile bio,
Et l'alimentation diversifiée bio, eh bien, des croissances de l'ordre de 20, 30, presque 40% en valeur sur l'alimentation diversifiée bio, donc en quelque sorte les petits pots. Donc ces chiffres au vert sont plutôt profitables pour le secteur. Alors, quelles sont les raisons? Déjà, la baisse du taux de natalité de 1,5% pour la 4e année consécutive au niveau de l'INSEE, qui fait que l'ensemble du marché est en baisse. Et voilà, une crise de confiance liée à la fin du lait contaminé, à la salmonelle, qui fait un transfert sur le bio. Et on connaît aussi le démarrage de la consommation à l'arrivée du premier enfant. Sur le plan économique, l'arrivée sur le secteur d'acteurs importants tels que Blédina avec 50 références en bio et qui est arrivé dès la première année comme troisième acteur du secteur avec 17% de part de marché, l'arrivée également de Nestlé et puis des belles innovations pour voilà, revaloriser un petit peu ces préparations, des nouvelles saveurs issues de produits issus d'AOP, travailler sur le sans sucre ajouté, les filières régionales, l'arrivée du végétal, et sur l'emballage, le retour du pot en verse et la gourde qui se perd un petit peu voilà, par rapport aux problématiques d'emballage dont on parlera tout à l'heure. Voilà, maintenant on va faire un petit focus sur la consommation sur le non-alimentaire, voilà, qui suit la tendance de l'alimentaire avec 61% des acheteurs de produits d'entretien ménager, 61% des consommateurs qui achètent des produits d'entretien ménager écologiques, 55% sur les cosmétiques hygiène, 44% sur le jardinage et 30% sur le textile biologique. Donc, on va faire un focus sur le cosmétique hygiène qui évolue aussi rapidement, de façon encore plus rapide, j'ai envie de dire, que l'alimentaire. Sur l'hygiène beauté, donc voilà, un peu, on est à moins de 2,2% en valeur et volume sur l'ensemble du marché hygiène beauté en grande surface. Et l'hygiène beauté bio, plus 39% en valeur, 35,9% en volume. Voilà, et quand vous connaissez un petit peu les logiques financières des sociétés comme L'Oréal, Henkel, Unilever, eh bien, on va dire que voilà, s'ils ont fait marche arrière au début des années 2010, voilà, début de la dernière décennie, ils reviennent en force. On va vous l'expliquer comment. Aujourd'hui, c'est 2% de part de marché, mais c'est un enjeu majeur pour ces sociétés. Effectivement, donc plus 42%, c'est l'évolution des ventes en hygiène beauté, donc HB, réalisée par les grands groupes et les très grands groupes, qui pèsent aujourd'hui donc 73,6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un marché total de 500 millions. Les marques, ben voilà, c'est des marques pareilles qu'en alimentaire, des marques totem comme Mon Savon, le dentifrice Signal, Naturanov, donc de la marque Keranov de Gene Perma, la gamme Ushuaïa qui avait été arrêtée en 2010 par L'Oréal, la Provençal Bio, une nouvelle marque dédiée de L'Oréal, le dentifrice Vademecum de la société Henkel, NAE, une marque italienne de soins bio et vegan qui appartient à la marque Henkel, Garnier, Timothée. Alors, qu'est-ce qui les pousse voilà, au-delà du marché qui a tous les indicateurs au vert? La cohérence avec la hausse de la consommation alimentaire et vraiment une adéquation entre ce que je consomme et ce que je m'applique entre guillemets sur le visage. L'arrivée des millennials engagés qui sont dans cette cohérence totale. Et puis, notons-le aussi, un progrès de la R&D, ce soit sur les textures, les parfums et l'efficacité des produits. Du coup, dans la roue, les MDD des distributeurs qui se développent aussi, Casino avec 26 nouvelles références sous sa MDD Easyance. Alors, c'est pas nouveau, hein. Système U qui propose de décliner toute sa gamme de soins visage et corps en bio, donc 100% de son portefeuille hygiène beauté en MDD. Leader Price qui a développé sa gamme Soa Nature, donc ça c'est le petit produit, ça peut être un shampoing que j'ai pris en photo, et le relooking de la gamme Nectar of Bio chez Carrefour, avec une intention de déploiement fort. Ça a été annoncé la semaine dernière au salon Carrefour Bio. Et voilà, des chiffres, plus 20%, l'évolution des ventes
en hygiène beauté réalisés par les MDD, qui pèsent aussi donc voilà 26,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont des chiffres voilà tout à fait importants. Voilà, les PMI et les ETI pionnières ne sont pas en reste, mais doivent quand même plus que jamais se retrousser les manches pour contrer cette offensive des grands groupes qui ont des moyens marketing que tout le monde connaît, des moyens merchandising pour les MDD que tout le monde connaît, plus la variable prix pour les MDD. Donc Léa Nature, avec la marque SoBioéthique, tire aujourd'hui un petit peu son épingle du jeu par rapport à l'alimentaire grâce à la cosmétique bio et en tant que pionnier. Ils ont aussi donc récemment racheté la société de maquillage BoGreen, la société Keranov d'Eugène Perma, qui est considérée comme une grosse PME, pionnière des capillaires bio, ou la société Corinne de Farm, qui propose une nouvelle offre en bébé adulte, et puis des PME qu'on a plutôt suivies. Je me souviens de Funétique qui était venu à Bio & Days en 2016, qui vient d'étendre sa distribution de 200 à 800 magasins avec une offre vraiment familiale, adaptée à tous les profils de consommation et qui a toujours été orienté GMS. Pulpe de Vie, qui travaille aussi sur les filières et la revalorisation de certains fruits et légumes. Emaelia, qui propose des sprays prêts à l'emploi à base d'huiles essentielles. Elles ont aussi plus de 50% de l'évolution des ventes et pèsent autant aujourd'hui cette catégorie que les MDD. Pour terminer ce passage en grande surface, donc voilà, en quelques mots, les ambitions des GMS. Carrefour, donc c'est 22,5% de part marché total en 2018, avec un objectif affiché de 5 milliards de chiffre d'affaires en 2022 au niveau Carrefour Monde. L'acquisition de Greenwiz, il y a quelques années déjà, leader du e-commerce en bio. L'arrivée de Benoît Souris au printemps 2018, qui qui est arrivé de La Vie Claire, qui a revu un petit peu la stratégie pour atteindre les objectifs de Carrefour. Des investissements dans les filières bio, rattachés notamment au champ de l'agriculture et avec lequel le cluster bio travaille. Des lancements de Shop in Shop, la bio-expérience, c'est-à-dire que ils vont vraiment. Pendant longtemps, il y a eu des questions sur la double implantation du bio dans le rayon conventionnel ou du rayon bio. Je crois que le Shop in Shop, que ce soit chez Casino, chez Carrefour ou chez Leclerc, c'est vraiment la bio-expérience et des mini-magasins bio à l'intérieur du magasin, en hypermarché, d'autant que une sorte de déclinaison d'un Carrefour bio à l'intérieur d'un hyper. Pour se raccorder un petit peu à la distribution spécialisée, ils ont racheté SoBio, une enseigne du Sud-Ouest, qui était déjà sur un format gros supermarché bio en juillet 2019, avec une ouverture à la franchise. Une politique sur l'innovation de rupture et sur les emballages. Voilà, ce sont des informations qui nous ont été données la semaine dernière. Ils ont déjà lancé beaucoup de projets sur le fruit et légumes, très, très peu emballés, etc. Le développement du vrac et puis l'intention de passer en 100% de leur gamme nutrition infantile à marque Carrefour Bio. Leclerc, qui n'est pas en reste, en challenger, lui veut devenir le leader européen. Voilà, donc c'est un petit peu comme au foot. Il y a ceux qui visent le monde, ceux qui visent l'Europe. Avec le lancement du premier marché bio en octobre 2018 à Saintes. Alors là-dessus, on est quand même un petit peu plus partagé parce que depuis 2 ans, on a des grosses, fortes annonces de Leclerc sur des magasins bio, des marchés bio. Et aujourd'hui, les ouvertures ne sont pas au rendez-vous. Avec ces marchés bio, il envisage d'être sur le podium de la distribution spécialisée d'ici 4 ans, c'est-à-dire entre Biocoop, La Vie Claire et c'est Naturalia. C'est les indépendants. En fait. Ou c'est les indépendants, ouais, effectivement, c'est le groupe d'indépendants. Intermarché lance un nouveau concept magasin, autour du vrac, sur tous les secteurs des PGC pour les grandes consommations.
des magasins beaucoup moins industriels, beaucoup moins froids que ce qui aurait pu se faire avant. Ils vont enlever la vaisselle jetable, ils vont mettre des rayonnages bois. Voilà, ils sont vraiment sur une forme de réinventer un petit peu leur modèle d'hypermarché, favoriser la proximité, parce que voilà, Intermarché, c'est aussi un réseau d'indépendants. Et puis, voilà, ils ont aussi un pied dans la distribution spécialisée, puisqu'il y a une prise de participation de 15% dans les comptoirs de la bio, et qu'aujourd'hui, si des comptoirs de la bio ouvrent, c'est parce qu'il y a des adhérents à Intermarché avec voilà, du capital et du foncier qui peuvent ouvrir des magasins. Groupe Auchan est un petit peu à la peine, quoi qu'on en dise sur le volet alimentaire, hein. On sait qu'il y a des fermetures de magasins. Le modèle hypermarché prôné par Auchan est un petit peu faible. Alors, le groupe Auchan se porte quand même bien parce que du coup, il y a quand même beaucoup de marques associées au groupe Auchan, hein. On peut citer Boulanger, Kiabi, etc. Mais quand même, voilà, sur le modèle hyper, ils avaient lancé un Auchan Bio qui a fermé, 2 magasins Cœur de Nature. Voilà. Donc là, on va dire, il y a des questionnements. Système U, on en a parlé un petit peu, hein, donc ils sont à plus 18% de produits bio à marque U Global Ref et 100% des gammes soins visage. Les supermarchés Match, pardon, pour ceux qui connaissent cette enseigne du Nord, eh bien voilà, c'est lancé aussi dans l'affaire et bon, on parle peut-être de base plus faible, mais ont plus 40% de chiffre d'affaires en bio sur 2019. Et enfin, le groupe Casino, qui aussi est en train un petit peu d'épurer ses dettes, capitalise sur le bio avec un objectif d'1,45 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021, le rachat de Naturalia en 2008, le lancement de concept, un tour au jardin sur Lyon en 2007, mais qui n'a pas été dupliqué. Et fort problème. Voilà pour le volet GMS. Et puis, du coup, ben, on va regarder de l'autre côté de la barrière, si on peut dire, avec le réseau spécialisé. Et donc, je laisse la main à Marité. On va faire un petit tour des actualités sur le réseau spécialisé. Déjà, se mettre quelques repères. Donc, le leader sur le marché du réseau spécialisé, c'est Biocoop, avec 33% de part de marché. Donc, c'est vraiment le gros leader. Puisque derrière, comme on l'a dit précédemment, c'est les indépendants qui ont 12% de part de marché. Donc, ça, c'est des chiffres qui datent de juin 2018. Et ensuite, dans un peu un mouchoir de poche, on va avoir la Vie Claire, les comptoirs, Biomonde, qui sont autour de 7 à 8% de part de marché. Donc, voir un petit peu maintenant quelles sont les évolutions au niveau du parc de magasins bio. Les chiffres les plus récents que j'ai pu récupérer, donc on comptabilise 319 points de vente de magasins bio en France, donc ça date d'août 2019. Et on peut comptabiliser 107 ouvertures à mi-année, donc mi-2019. Si on regarde un petit peu la courbe, donc il y a un rythme encore soutenu d'ouverture, même si on voit que ce rythme d'ouverture est un petit peu plus faible par rapport à 2018 ou 2017. Si on regarde après qui sont le type de magasin spécialisé qui se développe le plus, qui fait le plus d'ouverture, c'est vraiment les réseaux spécialisés, les magasins en réseau, donc qui vont faire les ouvertures, et particulièrement Biocoop et la Vie Claire, qui à eux deux vont comptabiliser 55% des ouvertures. Après, je vous ai mis une petite cartographie pour voir les différentes enseignes et le nombre de magasins derrière leur poids en nombre de magasins pour voir aussi, pouvoir comparer par rapport au chiffre d'affaires qu'on vient de voir précédemment. Et la cartographie, on va dire, en 3 grandes catégories, les réseaux, les indépendants et les groupements. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi un petit peu les fermetures. Donc à mi-année, on est sur a priori le même nombre de fermetures qu'en 2018, donc plutôt stable. Par contre, c'est la typologie des magasins qui ferment, qui évolue. On est moins sur des magasins indépendants, en fait, et moins sur des magasins de petite taille. C'est-à-dire que sur le camembert, la surface qui est en bleu, donc
non, la surface qui est en orange, pardon, la surface comprise entre 150 et 300 mètres carrés, donc a fortement augmenté par rapport à l'année précédente. Ensuite, on voit que des magasins également récents commencent à fermer, puisque sur le graphique, on voit que près de la moitié des fermetures concernent des magasins qui se sont créés il y a moins de 8 ans. Et il y a des fermetures également de magasins qui ont été lancés très récemment, puisque 7 magasins créés en 2017 et 4 créés en 2018. Donc voilà, on voit bien qu'il y a des évolutions, que le marché se durcit par rapport à cette nouvelle typologie de fermeture. Alors, quelques chiffres sur l'activité des magasins bio au premier semestre 2019. Donc là, vous avez 3 années. L'année, le comparatif entre 2018 et 2019 est en couleur rouge, donc jusqu'au mois de mai. Et ce qui est important de bien regarder sur ce graphique, c'est que c'est à périmètre non constant. Donc, on l'a vu avec beaucoup d'ouvertures de magasins. Donc, mécaniquement, l'activité générée par les ouvertures engendre du développement du chiffre d'affaires. Mais là, on voit en regardant, en comparant ces chiffres, que l'évolution du chiffre d'affaires est inférieure par rapport aux années précédentes, malgré le fait que le parc se développe. Donc, ce qu'il faut en conclure, c'est un ralentissement de l'activité économique des magasins bio. Alors, on voit bien que sur ces chiffres, il y a un ralentissement, un atterrissage, voilà, on va dire plutôt en douceur de l'activité économique des réseaux spécialisés et une certaine, certaine crise peut-être dans certains réseaux. Donc, je voulais vous montrer un petit peu la campagne qui a été réalisée par le SYNADIS, le syndicat des distributeurs bio. Là, on ne va pas la visionner tout de suite. Je vous invite à la regarder sur les réseaux sociaux. Elle tourne largement. Elle est très ancrée sur les clichés stéréotypés de la grande surface, bio-business, voilà, très ancrée dans les clichés. Et elle fait beaucoup parler d'elle sur ce positionnement de dénigrer le concurrent, enfin celui qui est perçu en tout cas comme le concurrent, plutôt que de mettre en avant les atouts du réseau spécialisé. Par la suite. Alors maintenant, on va faire un petit tour sur les positionnements de chaque enseigne, ce qui a été identifié sur leur stratégie. Donc déjà, le fait de revendiquer son indépendance du réseau, donc c'est le cas pour les Leclerc, qui l'affichent à travers des campagnes télé, sur le digital, j'étais chez eux hier, donc ils l'affichent également dans leurs locaux. Bio-Monde, qui le met également dans son slogan, un groupe coopératif de magasins bio indépendants. Donc, par opposition à des multinationales, j'imagine. Au niveau de leur stratégie, il y a un fort développement des marques de distributeurs du côté du réseau spécialisé. Donc, j'ai mis quelques exemples. Natureo, qui a lancé il n'y a pas très longtemps sa marque de distributeur et qui en prévoit de la développer jusqu'à 150 à la fin de l'année. Biocoop qui en compte 800 et qui souhaite doubler ce nombre de références d'ici 2025. Greenwiz qui l'a lancé il y a pas très longtemps et qui développe le nombre de références aussi assez rapidement. Et la marque de distributeur, la sélection des comptoirs pour les comptoirs de la bio qui compte déjà 400 références. Donc voilà, c'est une stratégie partagée par de nombreuses enseignes du réseau spécialisé. Ensuite, on a vu que le réseau spécialisé a commencé à investir un petit peu plus le digital, que ce soit au niveau… en fait, il y a 2 niveaux, un petit peu au niveau de la notoriété, faire savoir ses valeurs, sa charte. Donc, à travers, par exemple, une mini-série Hashtag Mon Midi, donc c'est réalisé par Biocoop, qui a tourné il n'y a pas très longtemps, cet été. Et puis également sur toute l'offre de services que peut proposer le digital, et notamment sur le Drive et les Click and Collect. Donc, c'est Naturalia qui l'a proposé, on va dire un petit peu le premier. L'eau vive, plus récemment, donc, a mis en place un click and cueillette. Bio, c'est bon, également propose ce service. Et je vous ai mis également sur le digital l'association entre Rutabago et Biocoop. Donc, Rutabago, il propose en fait la livraison
paniers, repas pour confectionner soi-même ses menus. Et donc, les produits sont directement référencés dans les magasins Biocoop, ce qui vous permet d'avoir un panier clé en main avec vos menus, tout prêt. Donc, un positionnement voilà, qui ne vous surprend pas, c'est l'ancrage fort sur le local et se positionner comme l'expert sur le bio local. Donc, c'est partagé, c'est historique, on va dire, pour Biocoop. La Vie Claire le développe fortement depuis quelques années, mais Naturel aussi. L'Eau Vive également depuis 2-3 ans avec des rencontres avec les producteurs locaux. Nous-mêmes au cluster, on est sollicités par ces réseaux pour les accompagner à trouver des fournisseurs au niveau local. Et puis dans le positionnement, on a des enseignes, voilà, c'est vrai que le bio est aujourd'hui plus suffisant, donc ils se surspécialisent au-delà du bio. Donc ça va être le cas par Naturalia qui a mis en place des magasins véganes. Donc ça date d'il y a quelques années. Naturalia Origine qui a été lancé en 2018, donc orienté sur les médecines douces. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles ouvertures, donc peut-être qu'ils font le bilan du concept. Et Biocoop qui a lancé cette année en juin 2019 la première boucherie en fait Biocoop et qui souhaite développer cette offre monométier artisanale sur d'autres métiers que sont les poissonneries, les cavistes, les crèmeries et les boulangeries. Alors, un petit point sur le consommateur. Tu laisses commenter ou comme tu veux? Oui, mais ce qu'on peut voir, on va faire à deux voix. Ça va être rapide, hein, le consommateur. Ouais. Donc, ce qu'on voit, effectivement, on a pu en parler un petit peu tout à l'heure, le poids du bio alimentaire par rapport à ces différentes catégories. Donc, les familles avec bébé, donc on est à 5% de part de marché. Les millennials sans enfants, donc les jeunes, 4,6%. Les quadras, 4,8%. Les septuagénaires à 4,3%. Voilà. Donc, on voit ici un petit peu le consommateur moyen de bio. Ce qu'on voit aussi en grande distribution, c'est que c'est un marché en pleine croissance, mais qui reste concentré sur ces gros acheteurs dont le profil sont plutôt des seniors parisiens, profil plutôt aisé. Ils représentent, c'est assez énorme, c'est là où on voit effectivement qu'il y a encore un gros travail et beaucoup de potentiel. 66% des achats du bio, plus 2%, et ces gros acheteurs contribuent à 76% des gains du bio. Donc, on a un marché quand même qui reste relativement concentré. Et puisque voilà, ces gros acheteurs consacrent 12% de leurs dépenses en bio en GMS, et ce qui veut dire que peut-être il y a aussi des dépenses complémentaires sur d'autres réseaux. Ce qu'on voit aussi, et qui a été un petit peu la base de la réflexion de notre convention d'affaires Bio & Days, c'est la récence des consommateurs, puisqu'en fait, aujourd'hui, si vous additionnez 17 et 56, eh bien, vous arrivez à 73%, qui est le nombre de consommateurs qui achètent du bio depuis moins de 5 ans. Donc, ce qui signifie que, voilà, aujourd'hui, les pionniers du bio sont minoritaires avec cette croissance. Donc, c'est là où il y a un vrai travail de structuration, de connaissance, de fidélisation et donc, du coup, de prise de donner de la confiance et une prise de conscience de ce marché. Voilà. La moyenne générale est de 7 ans, mais parce que voilà, il y a aussi donc, des consommateurs un peu plus historiques. Je te laisse commenter celle-ci, Marie, qui est récente aussi. Ça date de l'étude BioNutriMed, donc une étude de cohorte qui se passe depuis de nombreuses années, mais là, c'est les derniers chiffres en fait sur le consommateur bio, quel est son type de consommation par rapport au consommateur qui ne mange pas exclusivement bio. Donc, ce qui ressort en fait, c'est qu'il développe plus de légumineuses, qu'il mange plus de protéines végétales. Voilà, enfin, c'est ce qui est le plus significatif puisque c'est ce que vous avez sur la gauche du graphique. Donc, on voit un comportement quand même différent au niveau de la consommation. Voilà, un comportement plutôt responsable puisque voilà, consommer bio, ça ne veut pas forcément dire être végétarien, mais ça veut dire mieux consommer aussi de la viande et contribuer à l'écologie au-delà du bio avec voilà, les problèmes de méthanisation et de
l'agriculture intensive pour les fourrages. Ce qu'on voit aussi, c'est un passage, une baisse de la confiance. C'est pour ça que c'est important d'y travailler. On avait 82% des Français qui font confiance aux produits bio en 2018. En 2019, on est à 6,1 sur 10, donc on pourrait extrapoler à 61%, puisque voilà, les Français déclarent ne pas avoir assez d'informations sur l'origine des produits bio, sur la réglementation à 63% et sur le contrôle des produits biologiques. Donc, on a vraiment un travail de pédagogie et de croissance et de confiance à donner à nos consommateurs. Et on le voit aussi, puisqu'aujourd'hui, vous avez quand même, c'est une minorité, mais 16% qui achètent du bio parce que l'offre est là. Ça peut être du dépannage, ça peut être de la promotion, ça peut être la proximité. Voilà, le fait d'avoir de plus en plus de magasins bio à côté de chez nous. Donc, sans réelle conviction, mais ils sont dans nos statistiques. Le bio comme une réponse au bien manger, ça veut dire que ces gens sont je ne sais pas comment on peut appeler ça, des flexi-bio. Ils achètent du bio, du local, du made in France, etc. Et puis, voilà, on a vraiment 39% qui considèrent le bio comme vraiment une philosophie de vie. Donc, voilà, ce groupe est relativement hétérogène. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille sur ces 61%, donc 45 plus 16%. Alors, voilà, c'était une autre présentation un petit peu des consommateurs bio qui nous paraissait intéressant par rapport à la présentation qu'on vient de faire un petit peu sur le clivage côté grande surface, côté réseau spécialisé. Et donc, une présentation qui catégorise un petit peu le consommateur, donc on qualifie un peu de primo-montrant en grande distribution et qui va plutôt chercher du prix et qui a en attente vraiment de bénéfices très, très concrets. Là où on va avoir plutôt un consommateur un petit peu plus convaincu, voilà, ou voire sensible, on peut utiliser ce terme, en magasin spécialisé, qui est à la recherche plutôt de sens, de plus de cohérence, voilà, qui est vraiment dans un mode de vie bio au-delà de son alimentation. Et qui peut aller jusqu'à voilà, vouloir vraiment avoir une cohérence sur l'ensemble de changer de méthode de vie pour les plus convaincus. Donc voilà, cette typologie. Ça s'est proposé par l'éco-novateur, pour ceux qui connaissent. Et maintenant, vous voulez vous présenter un petit peu les tendances, parce qu'elles sont investies fortement, on va dire, par les réseaux de distribution aussi. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu les tendances marquantes et de voir comment ça investit. La photo en dit déjà long. Oui. Donc là, une étude assez récente qui est sortie sur LSA voilà, récemment, c'est le local qui surclasse le bio. On a vu qu'il y avait une baisse de confiance sur le bio et par contre, inversement, le local vraiment rassure les consommateurs, que ce soit en termes de traçabilité, que ce soit en termes de gourmandise, en termes de confiance, comme on vient de dire, et en termes de qualité. Donc, il y a quand même un point de vigilance sur l'écart qui se creuse entre local et bio, puisque voilà, local n'est pas synonyme toujours de bio. Et un fort développement aussi des Français sur l'achat de produits locaux, puisque par rapport à il y a 5 ans, ce chiffre a beaucoup augmenté. Dans les tendances, donc, il y avait la photo sur le vrac. Donc, c'est un marché qui est qualifié encore un petit peu de niche, mais qui se développe beaucoup. Les chiffres, on était à 100 millions d'euros en 2013, donc il est passé à 850 millions d'euros, donc à peu près 10 fois moins que le marché du bio, mais en forte croissance. Après, on voit qu'il y a une diversité des produits qui sont consommés en vrac, même si ce qui reste majoritairement consommé, ça va être les fruits secs, les oléagineux. Et on voit que le vrac s'étend vraiment aussi à tous les rayons, même si ça ne paraît pas sur cette diapositive. On va voir juste après, voilà, où il y a vraiment une offre en cosmétique à travers Cozy. On a une offre dans tout ce qui est le vrac liquide avec Jean Bouteille, donc un vrai élargissement de l'offre en vrac. Il y a le retour aussi de la consigne avec l'exemple local, ma bouteille qui s'appelle Revient. Et une tendance tout réseau confondu, grande surface, réseau spécialisé, à la réduction des emballages.
suite à la prise de conscience du consommateur qui est quand même très, très vigilant sur l'emballage, le suremballage. Et donc, il y a de la communication, que ce soit sur la vie claire, que ce soit sur Carrefour, donc des engagements forts, comme aller sur 100% d'emballage recyclable en 2025. J'ai mis également Biocoop ADN pour Anti-Déchets Nation, donc un magasin qui ne propose que du vrac. Et la campagne de communication sur le vrac, justement en opposition par rapport au Black Friday, de proposer le Vrac Friday voilà. Chez Naturalia, exactement. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu des produits, alors qu'on dit responsables, puisque c'est quelque chose qui se développe au niveau du souhait d'achat des consommateurs. On voit que c'est important pour 83% des personnes qui ont été interrogées sur cette étude, donc c'est une étude de Xerfi, et que sur l'offre de marques responsables, les petites et les moyennes entreprises sont très bien positionnées pour le consommateur, qui leur accorde beaucoup plus de crédibilité, et heureusement, par rapport à des multinationales. Donc, c'est assez rassurant parce que c'est vrai que les multinationales communiquent beaucoup sur leurs engagements, développement durable, RSE, mais on voit que les consommateurs adhèrent quand même majoritairement sur les petites et moyennes entreprises. Et la question, c'est qu'est-ce qu'une marque responsable, puisque bien évidemment, il n'y a pas de définition en fait, législative ou juridique d'une marque responsable. Qu'est-ce qu'entend le consommateur sur une marque responsable? Et là, un peu surprise, en tout cas pour moi, c'est une entreprise qui réduit son empreinte carbone, donc qui a été citée en majorité, donc je pouvais citer plusieurs typologies, et après une entreprise qui se soucie de ses pratiques liées à son activité. Donc là, pour le coup, c'est très très large, donc ça ne précise pas vraiment qu'est-ce qu'on entend par une marque et une entreprise responsable. Donc voilà un petit peu les marques responsables qu'on a vu bien se positionner sur le marché. Donc on pense à Ségide Patron avec une juste rémunération des producteurs, à la boulangère bio qui a une certification pour le coup commerce équitable qui elle est bien réglementée. Donc commerce équitable France avec Agriéthique sur le blé et les œufs. Il y a également du beurre éco-responsable, il y a une initiative, l'œuf qui ne tue pas la poule, donc c'est qui permet aux poules, on va dire d'oréformes, une fois qu'elles ont fait leur travail de ponte, d'avoir une seconde vie et qu'elles ne soient pas abattues. Donc, le chiffre d'affaires des produits responsables a été évalué à 800 millions d'euros en 2018. Donc c'est en forte croissance. Par contre, un petit peu ce flou réglementaire sur c'est quoi une marque responsable peut peut-être nuire à la confiance du consommateur. Donc, à côté de ça, je voulais parler du commerce équitable qui, lui, est bien encadré. Donc, juridiquement, si vous apposez équitable sur un produit, depuis 2014, vous devez nécessairement avoir une certification équitable. On voit que le marché du commerce équitable, il est environ 1,2 milliard d'euros. Donc, pareil, on est sur à peu près un dixième du marché du bio, mais également en forte croissance. Et c'est majoritairement des produits qu'on appelle commerce équitable nord-sud, puisque le commerce équitable français, lui, est quand même à 434 millions d'euros, donc beaucoup plus faible, même s'il est en développement. Donc, quelques exemples, c'est les prairies bio avec leur labellisation Fair for Life. Donc, c'est les deux vaches qui a fortement communiqué sur cette certification. Il y a eu le chocolat de Parme-Beldon avec les graines de courge, donc, qui sont labellisées Biopartner et qui a été primé au dernier meilleur produit bio 2020, qui a été il n'y a pas très longtemps. Et puis un exemple aussi avec la marque Fer, qui est une marque de vodka avec c'est du quinoa issu de Bolivie, avec une certification équitable et qui est vendue en grande surface pour montrer aussi que tous les réseaux, le commerce équitable concerne aussi tous les réseaux de distribution. Les prévisions au niveau de Xerfi, donc prétend que l'équitable et le responsable devraient bondir de 30% d'ici 2021. Voilà, donc on en arrive aux conclusions et perspectives. J'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde. Donc, ce qu'on voit au fil de cette présentation, c'est que voilà, le bio,
devient réellement mainstream, mais que c'est aussi une partie seulement voilà, d'un mouvement global de mieux consommer. Les consommateurs, ils voient des produits sains sans pesticides avec un meilleur goût d'environnement, mais derrière, ils sont surtout à la recherche de produits sans, voilà, de locavorisme, de clean attitude zéro déchet, la farming attitude, voilà, donc c'est comment mieux comprendre et aller rencontrer les producteurs, mieux acheter, revoir un petit peu le modèle agroalimentaire. Et donc, voilà, il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, un produit bio, finalement, aujourd'hui, tout simple, entre guillemets, ce n'est plus suffisant. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va amener, de plus aux consommateurs? Tac, tac. Voilà, donc pour conclure, ce bio mainstream, eh bien, comment développer une offre qui soit cohérente avec l'ensemble de la demande des consommateurs pour conserver un label fort et une confiance dans le label. Comment le rassurer, le consommateur. Et puis, voilà, de plus en plus de consommateurs sont séduits par l'offre de GMS. On voit qu'il y a de moins en moins de porosité entre les deux secteurs. Donc, voilà, lié à l'accessibilité des points de vente, la croissance de l'offre. Donc, il faut arriver vraiment à trouver cette offre cohérente. Et puis, voilà, il semble que le format de proximité, que ce soit une solution spécialisée ou en GMS, soit des plus performants. La distribution spécialisée a vraiment un enjeu de passer d'une croissance mécanique, donc c'est-à-dire liée à la croissance du nombre de magasins, à une croissance organique. C'est-à-dire que chaque point de vente doit travailler son offre, doit travailler son attractivité, son merchandising, son marketing, sa communication, son offre, bien sûr, bio et locale. On voit avec l'évolution des MDD. Et puis, ben, la conclusion derrière, c'est voilà, aujourd'hui, on a des filières qui doivent plus que jamais se structurer pour répondre à ces demandes de local, des filières France, et faire en sorte que voilà, tout corresponde. Aujourd'hui, les privés semblent prêts à investir dans cette conversion. Voilà, à quel prix? Ça, on n'a pas forcément aujourd'hui toutes les réponses, mais voilà, il faut vraiment arriver à travailler en lien avec les filières agricoles. Et puis, voilà, une deuxième conclusion par rapport à cette démocratisation, je te laisse commenter En du fait, coup, Marité. on a fait un petit peu avec Adrien le constat qu'on est passé, effectivement, on parlait de marché de niche, de mode. Aujourd'hui, plus personne ne parle du bio en ce sens. Et donc, il y a une vraie démocratisation, effectivement, et un déploiement de l'offre du bio. Mais est-ce que voilà, c'est pas préjudiciable aux enseignes bio, dans le sens où le schéma classique avant, c'est qu'il y a une première expérience bio qui se passait en grande surface alimentaire, avec des produits faciles d'accès, puisque c'est le réseau classique de distribution et à un prix accessible. Et puis, avec le temps, l'éducation un petit peu du consommateur, le consommateur a souhaité avoir un choix plus vaste de produits et est prêt à payer un prix supérieur et s'est tourné vers le réseau spécialisé. Et aujourd'hui, on voit que les stratégies des enseignes convergent et mènent à la confusion un petit peu des genres. On voit qu'en grande surface, il y a une offre de plus en plus large, comme on l'a vu dans la présentation d'Adrien. Elle communique fortement sur l'offre responsable, avec des produits cycle patron, sur la proximité. Ils se revendiquent presque d'être des experts sur la proximité, avec de nombreux produits sur le commerce équitable. Sur la baisse de l'emballage, le vrac se généralise toutes enseignes. Et d'un autre côté, les spécialisés, on voit que reprennent un petit peu les codes de la grande surface, avec un développement fort des marques de distributeurs. On développe des gammes accessibles. Il y a une rationalisation quand même de l'offre. Voilà, nos adhérents nous le disent que c'est compliqué aujourd'hui d'être référencé en magasin, puisqu'on l'a vu, le marché durcit. Donc, il y a quand même un référencement beaucoup plus difficile. Donc voilà, il y a un peu la confusion des genres et les spécialistes deviennent un petit peu moins spécialistes. Donc c'est vraiment un point de vigilance avec l'évolution et
avec l'évolution du marché qui va quand même tendre à ce maintien, on va dire, de la démocratisation du groupe. Voilà, donc on est prêt à prendre peut-être les questions. On en avait déjà quelques-unes, on va commencer par y répondre. Donc il y avait notamment Benjamin qui nous demandait justement comment on fait en fait, enfin quels sont nos liens avec les réseaux spécialisés, et puis j'imagine sous-entendu comment je peux faire pour être référencé, j'imagine. Donc tu as participé à la rencontre qu'on a réalisée avec Ducoq en juin dernier. Donc c'est vrai qu'on a des relations privilégiées avec un certain nombre de réseaux spécialisés, puisque la Vie Claire sont adhérents au cluster. Alors, tu parlais de Monoprix, Bio C'est Bon et Loviv. Alors, Loviv est au conseil d'administration du cluster. Après, c'est vrai, Monoprix et Bio C'est Bon, on a moins de liens, puisque ce sont pas des enseignes régionales. Bon, on a des contacts. On a pu faire venir Monoprix il y a quelques années dans nos locaux. Voilà, et on a des bons liens avec l'enseigne Naturalia. Voilà. On peut trouver des contacts, réactiver des réseaux. Voilà, globalement, nous, on a faut pas hésiter à nous contacter en tant qu'adhérents et via nos partenaires et notre travail sur le terrain. On a le carnet d'adresses qu'on peut vous fournir en termes de base de données sur les centrales et sur les magasins. Et après, on vous invite à participer à l'événement Bio and Days, dans lequel on espère une majorité des distributeurs, que ce soit spécialisés bio ou GMS, pourront y participer. Voilà. Alors, ensuite, est-ce qu'on avait d'autres questions? Donc, le magasin Tour au Jardin n'a pas tenu. Et c'est vrai que quelques minutes de retour, effectivement, ça me revient sur ce projet-là. Mais je ne sais pas si c'est plus un problème de RH qu'un problème de positionnement ou les deux. C'était les infos que j'avais, mais je ne me souvenais plus que ça avait officiellement terminé. Bon, voilà. Pour la partie fruits et légumes frais, viande, oui, bon, c'est des éléments qu'on peut creuser et vous trouver. Sur les fruits et légumes frais, néanmoins, j'ai cherché. C'est plus compliqué. Ça demande un peu plus de recherche. Si vous avez une demande très précise, n'hésitez pas à nous l'envoyer une demande par mail par rapport à votre activité. Moi, j'ai des éléments du côté de l'interprofession des fruits et légumes frais Interfel qui font des études tous les ans, donc je pourrais vous envoyer des éléments. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Ou n'hésitez pas à nous faire part de votre impression aussi sur l'évolution du marché, puisqu'on voit que c'est assez mouvementé et on avait fait ce webinaire en avril dernier et qu'il y a beaucoup de choses déjà en 6 mois qui ont bougé. Voilà, écoutez, pour la partie cluster, on se retrouvera essentiellement au mois de janvier, puisque le calendrier se calme un petit peu sur la fin novembre et début décembre. Voilà, donc si on ne sait pas d'ici là, on se souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, rendez-vous sur Bio and Days les 25 et 26 mars ou sur nos formations ou nos webinaires dès janvier. Voilà. Mais merci à tous. Bon appétit peut-être pour ceux qui n'ont pas mangé et à bientôt. Merci. Au revoir. Non. Je sais pas.